La première, entrée sans frapper. Simon Johannin est notre invité aujourd'hui dans Entrée sans frapper. Bonjour Simon. Bonjour. On vous doit L'été des Charognes, qui était paru en 2017, qui était chronique d'une enfance à la campagne dans le Tarn, qui avait été un coup de poing au visage. Fantastique roman, je trouvais. Et vous écrivez cette fois-ci, Simon, avec votre femme Capucine, Nino dans la nuit. Ça paraît chez Alia. Alors c'est l'histoire de Nino, tout d'abord. Il a 19 ans. Il est très très amoureux de Laëlle, L-A-L-E. Ils sont amoureux tous les deux et ils en font bien finalement d'être deux. Peut-être que ça facilite quelque part le fait de devoir affronter la vie à laquelle ils sont confrontés, qui est en fait tout simplement une vie de pauvreté, faite presque pas de petits boulots, plus pratiquement d'esclavagisme. On va y venir évidemment avec vous. Et pour ponctuer cette vie de défaite, de débrouille, la nuit, souvent on s'explose quand même pas mal la tête dans les boîtes de nuit avec les copains pour décompresser et surtout pour dès le lendemain matin, avec toujours autant de courage, recommencer à affronter les soucis du quotidien et surtout les injustices du quotidien. Première question, Simon Johannin, c'est le premier mot du roman, c'est paradis. Parce que c'est le nom de famille de Nino. Le dernier mot du roman, et je ne révèle rien en le disant, c'est enfer. C'est le seul trajet possible, à votre avis, dans la vie. La vie, finalement, ça commence bien, mais ça finit mal tout le temps. Oui, jamais une précision. C'est paradis, point d'interrogation, et enfer, point d'exclamation. Même point tout court, je crois. Voilà. Mais pour nous, c'était l'histoire d'une trajectoire, mais qui est pas forcément négative. Je suis désolé, j'ai un terrible écho dans le casque. On va essayer de travailler ça, vous inquiétez pas. Ouais, et voilà, super. Et donc, ce qui se passe pour nous, c'était plus l'histoire d'un choix de trajectoire qui est pas vraiment un choix, puisqu'ils ont plus tendance à subir ce qui leur arrive qu'à le choisir. Mais en tout cas, c'était, c'est l'histoire d'une subordination qui est voulue d'une sécession, en fait, avec le monde qui les entoure. Alors, L'été des Charognes, c'était à la campagne. Ici, c'est vraiment un livre purement urbain. On est à Paris. C'était un choix aussi d'écrire un livre très très urbain. Oui, en fait, pour L'été des Charognes, donc c'était plus relatif, moi, à mon histoire alors, le livre se situe pas dans le Tarn, c'est vraiment en sud de France, un petit peu allégorique. Mais voilà, c'était plus inspiré de moi, des territoires que je connaissais, de l'enfance, des couleurs, du monde animal, etc. Et c'est vrai que là, quand on a commencé le projet avec Capucine, on voulait tout de suite faire quelque chose qui nous ressemble vraiment à tous les deux. Donc sur des territoires qui nous concernent ensemble. Voilà, étant donné que nous, on a toujours vécu à la ville ensemble. Et voilà, c'était plus proche de nous vraiment et plus proche aussi dans la temporalité, puisque les personnages sont plus des enfants, mais ils ont, comme vous l'avez dit, 19, 20 ans, entre 17 et 25 ans, 27 pour les plus vieux, même si tout n'est pas à peu près nommé, mais voilà, ce sont des gens qui sont en fin d'adolescence ou au début de l'âge adulte. Donc oui, pour nous c'était important aussi, parce que ça nous permettait d'ancrer une histoire dans une disons dans des situations qui concernent beaucoup de monde, ou en tout cas beaucoup de monde autour de nous. Et c'était tout simplement inspiré de nos expériences et de ce qu'on a pu traverser depuis qu'on fréquente les grandes villes, quoi. Alors pour ceux qui ont lu L'été des Charognes, ils sont au courant. Vous avez un style assez flamboyant, vous Simon, et ici couplé à celui de Capucine évidemment. Et c'est de la vraie littérature, quoi. Je veux dire, ça va dans tous les sens, ça va vite. Le verbe est bien utilisé, c'est toujours les bons verbes. Vous avez un style de la formule qui est extrêmement percutant. Vous arrivez à dessiner des personnages en très peu de lignes, et comme ça on peut avancer avec vous. Enfin vraiment, je trouve que vous êtes un grand auteur, Simon, pour le coup. Et quand même ici, j'y ai vu avant tout, même si c'est un roman d'amour, peut-être par-dessus tout, mais aussi un roman sur l'oppression du puissant sur le faible, du riche sur le pauvre, toute forme d'oppression. Est-ce que c'était ça le fond de votre pensée quand vous avez commencé à écrire ? C'est sûr que en filigrane, à travers les thématiques qui traversent le livre et le destin des personnages, dans le monde du travail, dans le monde de la nuit, à l'armée pour Nino, etc. Forcément, il y a des enjeux de pouvoir qui se dessinent. Alors après, nous, on s'est jamais dit, on va faire un livre politique qui déconstruit les enjeux de pouvoir. On voulait vraiment se mettre dans la tête de ces jeunes, qui ont 19-20 ans.
et que le discours politique se construise au fur et à mesure de leurs expériences, qu'on leur prête pas des prétentions intellectuelles qui soient pas les leurs, parce que voilà, c'est ni les mieux éduqués ni les mieux instruits, mais voilà, au fur et à mesure des expériences, ils vont tirer des conclusions de ce qu'ils vivent et faire des choix. Alors pour nous, c'est important de le faire comme ça, de le faire sans un discours politique préconstruit, dégager tout militantisme et de montrer comment la critique peut naître dans la tête d'un jeune aujourd'hui, plus que voilà en lisant des auteurs politiques ou en étudiant la chose de manière universitaire ou intellectuelle, quoi. Par la pure observation, ce qui pousse d'ailleurs le narrateur à dire: en regardant la parade des marchands de bouteilles en plastique, je me dis que pour certains il ne suffit de pas grand-chose pour être satisfait, un peu de hiérarchie qui les place n'importe où, pourvu que ce soit juste au-dessus de quelqu'un d'autre. Genre, nous. C'est très fort, je trouve, parce qu'effectivement, c'est un joli portrait de la société telle qu'elle est. Les hiérarchies à tout prix, être chef à tout prix, être donc supérieur et avoir du pouvoir. Et le livre raconte quand même cette société hyper compétitive où plein de fois on vous dit, tu sais, il y en a plein qui attendent ce petit boulot de merde-là. Si tu aimes pas, tu dégages et on trouvera quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que cette compétition, elle est soumise à des règles qui sont dictées par ceux qui sont sûrs de gagner la partie. C'est-à-dire que tous les patrons que vous définissez sont des hyper-patrons, sont pratiquement des esclavagistes. Ouais, c'est-à-dire que nous, alors la relation des personnages au chef, en plus on voulait pas prendre les choses de manière globale, mais comme je te disais, rester vraiment à l'échelle des personnages. Et ils sont vraiment tout en bas de la hiérarchie, donc intérimaires, ou extras qui travaillent au noir. Et les gens qui sont souvent au-dessus d'eux, alors soit c'est des patrons de petites entreprises, soit c'est des gens qui sont juste au-dessus d'eux dans la hiérarchie, mais qui sont aussi tout en bas d'une hiérarchie des grandes entreprises. Et donc voilà, c'est vraiment une transmission des forces qui s'exerce et qui se catalyse jusqu'à eux, et ils prennent vraiment tout ça dans le dos de manière assez violente. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont intermédiaires et qui subissent les choses aussi et qui n'ont pas d'autre choix que de transmettre la force qui les oppresse à ceux d'en dessous pour pouvoir faire bien leur travail. Et comme vous l'avez dit, effectivement, nous c'était aussi une manière de mettre un petit coup de fouet à ce beau mythe qui est la méritocratie et l'égalité des chances, puisque c'est quelque chose qui n'existe pas et qui permet juste à ce que les choses restent bien en place à l'avantage de ceux qui les ont construits de cette manière-là. Et c'est vrai qu'on peut constater tous les jours qu'on est dans une société où c'est pas les compétences de chacun qui priment, mais c'est vraiment les privilèges, quoi. Donc si on est complètement dénué de privilèges, qu'on n'a accès à aucune opportunité, peut-être qu'on peut faire un très bon chirurgien, mais si on n'a jamais l'occasion de pratiquer ou de s'éduquer, c'est plus compliqué. Donc on essaie vraiment de montrer ça que voilà, la jeunesse qu'on met en scène, elle a des valeurs qui sont au final pas très valorisées, qui sont l'empathie, qui sont un sens du collectif, de la solidarité. Mais ça, c'est pas des choses qui sont monétisables en soi, qui peuvent rapporter de l'argent, et du coup, ils passent à la trappe, quoi, complètement à ce niveau-là, et ils rentrent dans ce qu'on appelle aujourd'hui les ratés, les parasites, tout ce que les délinquants, voilà, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas encore dit, ce Nino et tous leurs copains, Malik et tous les autres, ce sont des gens bien, quoi. Ce sont des gens qui aiment, ce sont des gens qui se débrouillent, ce sont des gens qui s'entraident aussi très très fort et qui ont un sens de l'empathie très fort. Michel Dufresne. Les thèmes que vous évoquez apparaissent pour le moment beaucoup déjà dans la littérature adolescente, pas mal dans le polar, qu'il soit américain, français, québécois. Est-ce que la littérature peut faire bouger ces lignes et ces constats, ou c'est juste un constat un peu défaitiste, nihiliste d'une génération qu'on est en train de perdre? Nous, on l'a vraiment construit ça peut paraître bizarre, mais comme un livre positif, dans le sens où peut-être qu'on n'apporte pas de réponse, mais on montre que se poser des questions, c'est normal. Et voilà, alors c'est ça. Pour nous, c'était simplement ça, montrer que les questions naissent et que, alors on les suit les personnages sur un an, on sait pas ce qui se passe après, mais en tout cas, ils tirent des conclusions de certaines expériences et ils ont pas l'intention, je pense, de rester inactifs. Après, est-ce que la littérature sauve? Je sais pas si ça sauve ou si ça fait vraiment changer les choses, mais ça permet déjà de se sentir moins seul quand on partage des expériences avec des personnages. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous, de faire des personnages qui sont à l'image des gens qu'on connaît et qui sont peu présents en littérature d'une manière générale. Donc de montrer la diversité qui
qui est aussi présente dans nos sociétés et voilà de permettre à des jeunes, à des moins jeunes de s'identifier à des personnages qui leur ressemblent. Et ensuite, ça nous permet aussi de faire du bien, je pense, tout simplement, quoi. Nous, on n'a pas la prétention de dire qu'on va changer le monde en écrivant des livres, mais si je reçois un message d'une jeune fille de 20 ans qui se lève à 6 heures pour aller travailler chez Paul et vendre des baguettes, qui me dit, écoute, j'ai fini ton bouquin, ça m'a fait du bien, et je pars au travail avec plus de pêche que la veille, moi, ça me suffit aussi, quoi. J'ai pas la prétention d'aller plus loin, vraiment. Ah, ben c'est déjà évidemment immense. Le roman, hein, Nino dans la nuit, Simon Johannin, il est sur une période phare, évidemment, de toutes nos existences, hein, qui est la sortie de l'enfance, ce moment où on n'est pas encore dans la vie adulte, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de CDI, même pas encore de CDD, et surtout pas encore de chien ni d'enfant. Et c'est une période a priori qui pourrait sembler être la période la plus dorée de la vie, hein, celle où on sort de l'école obligatoire, vous le dites vous-même, et avant les vagues de merde qui vont nous tomber dessus dans la vie d'adulte. Et pourtant, cette période de félicité, eh ben, elle ne l'est pas. C'est terrible quand même. Ouais, mais ça, je pense, c'est aussi une grande fiction du système économique dans lequel on est, qui voudrait que la jeunesse soit ce qu'il y a de mieux à vivre, alors que je pense que c'est une période extrêmement angoissante et dangereuse par la précarité et d'autres choses. Mais voilà, c'est quelque chose après laquelle on ne peut plus revenir. Donc ça permet aussi de vendre beaucoup de choses, hein, l'idéal de la jeunesse, hein, que ce soit dans la mode où Nino travaille un petit peu ensuite, ou dans le cosmétique. Enfin voilà, il y a une espèce d'idéal de ça qui est placé sur des gens qui n'ont pas encore vécu grand chose d'une manière générale. Donc à peine on en sort qu'on se dit qu'on aurait dû mieux en profiter. C'est assez particulier, et je pense qu'il faut rompre un peu avec ça et se rendre compte que, en tout cas j'espère, on ne peut que progresser de plus en plus dans la vie, et que c'est pas entre 16 et 20 ans qu'on vit les meilleures choses. Je pense que ça serait assez terrible, et eux culpabilisent un petit peu de ça. Ils se disent en filigrane, c'est un peu ça qui se passe dans leur tête, c'est est-ce qu'on vit notre jeunesse normalement, est-ce qu'on n'a pas déjà raté quelque chose, est-ce que c'est pas déjà foutu pour nous, alors qu'on devrait profiter de la vie et être à l'âge où les gens s'amusent et se découvrent, et eux sont déjà presque fatigués, en fait, quoi. Ouais, ils sont déjà épuisés, hein, totalement même. Je suis d'accord avec vous, hein, Simon Johannin, quand vous dites a priori, la vie, ça pourrait éventuellement aussi devenir de mieux en mieux, parce qu'on a de plus en plus de nuances à apporter, de plus en plus de connaissances, un petit peu de maturité, même si ce mot est moche dans ma bouche. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui ne reviendra pas, Simon Johannin, et vous le savez bien, parce que vous n'avez plus non plus 18 ans maintenant. C'est le sentiment de liberté. C'est-à-dire que entre 16 et 20 ans, c'est quand même la période de la vie où on a ce sentiment de liberté, et on a beau tournicoter de tous les côtés, on ne le ressent plus jamais à un point tel. C'est vrai, et c'est d'autant plus vrai pour Nino qui on l'a placé volontairement dans un âge où, contrairement aux autres personnages qui sont pas forcément plus âgés, mais par leurs identités ou leur sexualité sont encore plus précaires, ou vivent des situations plus dangereuses, en tout cas sont moins acceptés dans le monde qui est le leur. Et Nino qui a 19 ans au début du livre, il va un peu surfer sur les problèmes, vivre ça comme une aventure, et se rend compte qu'au fait, au final, l'aventure dure pas longtemps, quoi. Il y a au bout d'un moment où tout ça devient vraiment usant. C'est-à-dire que, voilà, se nourrir dans les poubelles et faire des petits larcins, 6 mois, 1 an, 2 ans, ça va, mais je pense que 10 ans de cette ville-là, c'est 8 ans de trop, quoi, parce qu'il y a un moment donné où les choses avancent autour, et ça devient de plus en plus compliqué. Donc, voilà, nous, on a vraiment essayé de le situer à cet âge-là, parce que déjà faire des personnages plus vieux que nous paraît assez compliqué avec Capucine. Et aussi pour un petit peu redonner du souffle à cette fougue, comme vous l'avez si bien dit, pour en tout cas cette soif de liberté, cette découverte de la liberté qui, même si la vie est dangereuse, voilà, on est quand même là et on en profite quand même, quoi. C'est vrai. Michel, vous insistez dans vos réponses sur le nous. Donc avec Capucine, nous, très important. Voilà. Comment on écrit à 4 mains? Alors c'est un livre qui est pensé à 2 têtes plus que vraiment écrit à 4 mains. Pour vous décrire un petit peu le processus de travail, on a déjà des travaux qui sont assez protéiformes à l'initiale, même si c'est la littérature qui est publiquement connue, en tout cas pour l'instant. Capucine est photographe. En fait, j'écris souvent de base à partir des images de Capucine. Donc là, pour Nino, on a ressorti beaucoup d'images d'archives de nos propres 20 ans.
etc. Et en fait là on a vraiment développé l'histoire ensemble, et Capucine a un travail qui est vraiment plus structurel, presque de production, où moi je vais donc c'est mon style qu'on va lire à l'écriture, à la lecture, mais voilà, elle va vraiment développer les personnages, donc faire comme dans le cinéma ce qu'on appelle des bibles de personnages, pour leur donner une psychologie plus dense, donc raconter ce qui n'est pas dans le livre, leur passé, leur futur, faire des frises d'événements pour savoir qui se place après quoi, enfin comment s'enchaînent les choses, et voilà, vraiment veiller à ce que tous ces personnages qui sont faussement secondaires soient là pour des vraies raisons, que les relations soient bien établies, tout ce que je sais pas faire d'une manière générale, quoi. Moi j'arrive à faire des belles pages, je pense, et à trouver les bons mots, en tout cas le minimum de mots requis pour faire sentir ce que je voudrais faire sentir. Mais c'est vrai qu'avec Capucine il y a un apport narratif qui avait pas du tout d'ailleurs dans l'été des Charognes. Je pense qu'on sent très bien la différence, où l'été des Charognes est plus presque un livre de poésie un peu halluciné, décousu. Là on a vraiment essayé tous les deux de faire quelque chose qui est très structuré narrativement, quoi. Et ça l'est. Justement, pour votre capacité à bien remplir les pages, comme vous dites, Simon Johannin, je voulais vous citer sur la parentalité. Vous écrivez: rien non plus du regard adorateur des parents sur leur reproduction, comme s'il y avait quoi que ce soit de précieux à multiplier son sang dans de méchantes petites choses, à les nourrir pour qu'elles grossissent assez et viennent s'ajouter aux êtres qui gloutonneront la terre, le ciel et les astres. On va parler de ce roman encore avec vous, Simon, Nino dans la nuit, où vous menez la vie dure aussi aux idées normatives, à savoir le fait qu'il faut devenir parent, le fait que si tu vas à l'école, tu vas réussir, que si tu es courageux, tu vas réussir, à la méritocratie, comme vous le disiez tout à l'heure. On continue d'en parler, Simon, avec vous dans quelques instants. Entrée sans frapper sur la première. Simon Johannin, notre invité aujourd'hui dans Entrée sans frapper. Vous avez écrit avec votre femme Capucine, Simon, Nino dans la nuit. Je rappelle un peu la trame du livre pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. On est à Paris. On va suivre Nino et Léel. Lui, il a 19 ans. Elle est pas plus vieille, évidemment. Ils s'aiment à la folie. C'est un amour fou que vous allez décrire. Et c'est peut-être bien qu'ils soient ces deux-là, parce que ce qu'ils ont à affronter, c'est pas facile. Et peut-être que c'est un peu plus facile, justement, à deux. Ça, on va y venir. Ce sera la suite de la discussion. Ce qu'ils doivent affronter, c'est la précarité. Tout simplement, c'est cette jeunesse qui est mise de côté, pratiquement esclavagisée d'une certaine manière. On bosse la nuit, on se fait rappeler demain 5h du mat, on n'est pas payé des petites heures sup. Quand on fait réclame quelque chose au patron, il vous rattrape par derrière et vous fait des sales coups. Et de toute façon, que ce soit pour rentrer à la Légion étrangère ou pour bosser la nuit, si ça vous plaît pas, vous dégagez, qui est quand même le message qui revient le plus souvent. Et donc, dans ce combat de ces gens bien, parce que c'est vraiment des gens bien, ces jeunes gars, même s'ils vont être poussés à faire des choses quelquefois un peu licites pour s'en sortir, c'est des gens pleins d'empathie, qui ont le sens du groupe, comme vous le disiez, Simon. Et il y a cette histoire d'amour. L'histoire d'amour, j'imagine que c'est la base de ce roman, parce que Nino aime Léel et Léel aime Nino, même si c'est pas toujours simple, parce que ça ne l'est jamais. Est-ce que c'était l'idée aussi, Simon, parce que peut-être qu'on le vit dans nos vies tous, peut-être que c'est pas la valeur qu'on a le plus envie de mettre en avant dans nos histoires d'amour, parce que c'est pas la plus élégante, mais est-ce que il y avait cette idée que vivre à deux, c'est déjà un peu plus simple? Oui, en tout cas, de fait, même de manière, très très pragmatique. Un loyer, quand on le paye à deux, il est 2 fois moins cher que quand on le paye tout seul. Donc oui, alors c'est. Mais c'est pas l'élément qu'on met en avant quand on explique pourquoi on aime notre femme, quoi. Je veux dire. C'est ça. Oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai que Nino et Lalé, c'est vrai que la prononciation est pas évidente. C'est un prénom d'origine turque, qui signifie tulipe, qui est une petite référence à Preacher, le roman graphique de Dillon et Ennis, comics américain qu'on aime beaucoup. Mais c'est vrai que oui, en tout cas, c'était très important pour nous. En fait, au début, on s'est mis à table, on a commencé à réfléchir en se disant, on veut écrire une grande histoire d'amour. Ça, c'était vraiment, le reste est venu après, le contexte, etc. On voulait vraiment parler d'amour et le sublimer et le montrer comment, dans les moments difficiles, presque même le survaloriser, ça permet d'avoir un cap à tenir, en fait, tout simplement. Ouais. Parce qu'un personnage comme Nino, s'il avait pas ses amis, s'il avait pas son amour fusionnel avec Lalé, je pense qu'il serait plutôt du genre à se laisser couler, parce que se laisser couler, c'est quand même plus facile que de se battre quand les choses sont compliquées. Je pense pas qu'il se lèverait à 4h du matin pour aller travailler. Il resterait plutôt tout seul chez lui
fumer ses pétards et à finir Dieu sait où le mois d'après, quoi. Donc en tout cas, ça leur donne pas une perspective, mais une raison pour faire ce qu'ils ont à faire. Voilà, ça c'était un peu le paradigme de départ, et c'était surtout voilà, ce qui est important pour eux, c'est que c'est la seule chose qu'ils possèdent, en fait, tout simplement. Ils n'ont pas de capital culturel, ils n'ont pas de capital financier, ils n'ont pas de capital d'aucune sorte, si ce n'est le fait de s'aimer les uns les autres. Donc voilà, c'est avec ça qu'ils vivent, tout simplement, quoi. C'est comme dans Des souris et des hommes de Steinbeck, quand il lui dit moi j'ai toi pour s'occuper de moi, et moi tu as toi pour s'occuper de toi. C'est la même chose, hein, on compte sur l'autre. Il y a les amis aussi, il n'y a pas que l'amour, ils sont très importants, les amis proches et puis même les autres qui sont des adjuvants, quoi. Ils sont là, on se donne des coups de main dans ce milieu-là, on s'aime, quand on a l'occasion de filer un billet à un autre, bah on le fait. C'était important aussi d'étendre la bienveillance, non pas seulement à l'amour, mais aussi à l'amitié qui est diablement importante. Ouais, alors c'était très important de montrer qu'en fait il y avait des formes de collectifs qui en dehors de la famille ou de l'entreprise existent, même si on en parle assez peu, et que beaucoup de gens vivent comme ça et ou survivent grâce à ça. Et c'était aussi une manière nous de montrer, de faire un petit portrait un peu singulier et pas du tout exhaustif de la jeunesse, en tout cas de ce que nous on a pu en croiser. Et voilà, et de montrer que ceux qui sont dans le droit chemin sont au final pas spécialement plus heureux que les autres, fantasment aussi sur la vie de ceux qui sont précaires et vivent un peu plus dangereusement. Et Nino, même au niveau de ses amis et des jeunes qui croisent en soirée ou ailleurs, il est toujours en fait, il y a toujours une hiérarchie qui est là. Lui, il est toujours en dessous. C'est toujours celui qui va quelque part prendre les risques pour les autres. C'est lui qui va avoir la vie la plus dangereuse. Oui. Et ceux autour de lui, soit pour qui il fait des petites choses, il rend des services ou autres, se rendent pas compte de ça, en fait. Mais voilà, la structure hiérarchique de la société est tellement forte que même chez des gens qui voudraient qu'elle n'existe pas entre eux, en fait, il y a une reproduction qui se fait automatiquement, et c'est toujours le plus précaire, en fait, qui prend le plus de risques, quoi. Oui, après, c'est le plus déglingué de tous, c'est lui qui prend le plus de drogue aussi, dans le groupe, parce qu'on n'a pas encore dit, mais il y a le jour, il y a la galère, et puis il y a la nuit, là où, comme disait Stromae, alors on danse, finalement, pour oublier tous les problèmes, et là, on se défonce dans des boîtes de nuit. Michel. Vous évoquez la jeunesse, je comprends la dimension générationnelle, je peux comprendre la réaction de lecteurs qui ont l'âge des personnages. Est-ce que vous avez des réactions de vieux cons comme moi qui se retrouvent peut-être pas, ou qui se retrouvent? Quels sont les avis, justement? C'est assez marrant, c'est assez partagé. Alors il y en a qui ne supportent pas, en fait, tout simplement, ce que je peux comprendre quand on a travaillé 60 ans en s'accrochant à la valeur travail, que des gens de notre âge arrivent avec un livre où les jeunes veulent pas bosser, en fait, d'une manière générale, où ils essayent 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis où ils disent non mais ce sera sans nous, on va se débrouiller autrement. Donc il y a de ça. Et mais surtout, ce qu'on nous dit, c'est qu'est-ce qu'on vous laisse, en fait, quoi. Ça c'est quelque chose qui revient souvent chez des gens voilà, plus âgés que nous, de la génération de nos parents, qui nous disent mais en fait quelle perspective vous avez, effectivement. Alors moi, quand j'entends, là il y a pas longtemps, j'entendais Philippe Manœuvre à la radio, on lui demandait comment vous êtes devenu journaliste, et il raconte je marchais dans la rue, j'avais un perfecto et des cheveux longs, et alors il y a une dame qui m'a arrêté, qui m'a dit vous avez un perfecto et des cheveux longs, ça vous dirait de travailler à la télé. Je pense que effectivement c'est des choses qui aujourd'hui n'existent plus du tout, et donc voilà, il y a plus d'illusions, en fait, vraiment en place. Il y a plus vraiment de choses après lesquelles courir. C'est surtout une perte de sens, en fait, qui s'est opérée. Voilà, aujourd'hui, le sentiment que j'observe autour de moi, c'est plutôt l'envie de poser un petit peu les choses, de ralentir et de réfléchir à ce qu'on pourrait faire de mieux. Mais c'est vrai que voilà, les retours sont assez partagés entre ceux qui ne supportent pas le discours, que ce soit même sur la famille, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, effectivement, où effectivement Lalé et Nino refusent cette idée que faut faire des enfants pour être heureux, et non, on s'occupe pas dans la vie en faisant des enfants. Non. Le monde n'est pas assez beau pour eux pour faire des enfants. Ils ne considèrent pas que la vie est un cadeau, et ça aussi, c'est quelque chose qui culturellement peut choquer un petit peu. Donc c'est très mitigé, mais voilà. Vous comprenez évidemment ces critiques qui viennent, Simon, dire qu'est-ce qu'on vous a laissé déjà. C'est difficile, alors qu'on a essayé de faire notre mieux. Je pense que la génération dessus, il y en a plein qui ont essayé de faire de leur mieux. D'ailleurs, ils ont même tenté la révolution. Ils l'ont raté, mais ils l'ont même tenté. Et derrière, de dire est-ce que vous comprenez que c'est de valeur travail, que certains refusent. Je ne travaillerai pas parce que les conditions sont de
inacceptable, pratiquement inhumaine, donc inacceptable. Vous comprenez les critiques ou ça vous échappe? Oui, bien sûr. De toute façon, nous, je pense que quand un livre ou une œuvre d'art n'est pas un peu clivante, c'est tout à fait. Elle est sans doute un peu trop lisse, ouais. voilà, ou louche, ou au service de quelque chose qui enfin bref. Mais je perds un peu mon oui. Mais pour revenir à ce que vous dites sur les critiques, oui, je comprends tout à fait. Après, c'est pas du tout un roman à charge contre une génération des personnes. C'est simplement le quotidien d'une bande de jeunes qui se débrouille un petit peu bizarrement. Mais je les comprends, et en même temps, pour moi, elle participe aussi de quelque chose qui est très favorable au système inégalitaire qui est le nôtre, qui est de dire que si t'es à ta place, c'est que tu l'as cherché en fait. Donc si t'es en bas, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles qui font que t'es en bas et que c'est ta place. Donc voilà, dire aux gens qui ont pas de boulot ou qui galèrent, ou qui arrivent pas à s'en sortir d'une manière générale, que c'est de leur faute, ça permet de mettre un peu les choses sous le tapis, quoi. La chose dont on n'a pas encore parlé, Simon, c'est le sexe. Il y a quelques scènes de sexe dans le livre. C'est toujours délicat, les scènes de sexe en littérature. Souvent, c'est un peu loupé, je trouve. On ressort un peu du bazar. Peut-être qu'en littérature, il vaut mieux fermer la porte et s'imaginer ce qui se passe derrière. Mais là, vous le réussissez très bien, je trouve. Il y a quelques scènes qui sont extrêmement explicites, d'ailleurs, à coup de doigts dans le cul et tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous ne tournez pas autour du pot, quoi. Vous y allez. Est-ce que c'est un risque en littérature parce que c'est pas le truc le plus facile à faire? Oui, je pense que c'est un risque. Alors c'est assez compliqué. Nous, ce qu'on a essayé de faire, que ce soit pour le sexe ou la drogue ou toutes les choses comme ça qui pourraient paraître un petit peu sulfureuses, tout à fait, c'est d'être le plus honnête possible en fait, quoi, de pas du tout chercher à glamouriser les choses, mais voilà, de rester un petit peu au ras des pâquerettes. Et surtout aussi, comme on sait qu'on a c'est pour ça que je citais la chose. Ouais, en fait, de montrer aussi la fragilité qu'il y a autour de ces choses-là. C'est-à-dire que Nino, derrière ses airs de petit mec un peu casse-cou et un peu beau gosse, en fait, il est vulnérable à plein d'endroits et il est d'un caractère plutôt soumis. Et donc voilà, montrer que les choses sont complexes, que voilà, si à 20 ans on n'a pas chopé d'Inanna, c'est pas non plus un problème. Enfin, des choses assez simples au final, et en fait nous permettre d'amener de parler de la sexualité, mais peut-être d'une manière dont on n'en parle pas trop d'habitude, et en tout cas, encore une fois, dans un modèle de représentation pour les jeunes, voilà, qu'on a du mal à trouver ailleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec Indiana Jones qui chope des nanas avec son lasso, quoi. Ça c'est des choses qui 20 ans plus tard font des dégâts dans les rapports hommes-femmes. C'est vrai. Et donc voilà, nous on a essayé un petit peu par exemple là, quand on fait discuter Nino avec un copain gay à lui du début de leur sexualité, c'est aussi de se rendre compte qu'il y a plein de choses en fait qui sont des expériences communes, mais comme c'est des tabous et qu'on n'en parle pas, on a l'impression d'être tout seul face à ces choses-là. Et donc on n'a pas la prétention de faire l'éducation sexuelle, mais en tout cas de parler des choses telles qu'elles sont, tout simplement. Voilà, les choses telles qu'elles sont, je les ai citées, parce que je pense qu'il faut prévenir, parce que les gens vont lire, évidemment. J'espère que j'ai choqué personne, et si je vous ai choqué, peut-être qu'il faut réfléchir pourquoi. Mais ça va toujours vers l'amour, et c'est ça qui est joli, Simon Johannin. Je vous relis. Je l'ai compris après la première fois que j'ai senti ta bouche me donner à boire, la lait. Quand j'ai bu les eaux sacrées de ton corps, que j'ai croqué ton cul et touché tes petits poils au fond de ton short pas grand du tout, j'ai compris que c'était là que je voulais mettre ma tête pour le reste de la nuit. Voilà. Comme quoi, ça va toujours quelque part, les peaux. Ça va vers l'amour. Et c'est un très beau roman. Vraiment, je vous le recommande. J'espère qu'on vous a donné envie. Moi, ça a été une lecture plus qu'agréable. Ça va bien au-delà. Ça s'appelle Nino dans la nuit et c'est signé par Capucine et Simon Johannin. Merci beaucoup, Simon. Merci à vous.